Salut à tous, aujourd'hui on va s'amuser à faire une comparaison insolite, celle du corps humain et de l'ordinateur. Mais elle vous permettra de mieux comprendre à quoi sert chaque partie d'un ordinateur. Que vous comptiez l'acheter tout fait ou l'assembler vous-même, savoir à quoi sert chaque partie de celui-ci est important. Allez, on y va. Commençons par le squelette de tout ordinateur, la carte mère. C'est sur elle que va être installée et branchée toutes les pièces de l'ordinateur. Elle permet de faire circuler information et courant à travers tout le système. C'est donc elle qui possède et gère aussi les ports USB de votre ordinateur. C'est aussi elle en général qui possédera les modules Wi-Fi et Bluetooth. Si jamais ce n'est pas le cas sur la vôtre, pas de panique. Vous pourrez toujours acheter un module à brancher sur un port USB de la carte mère. Maintenant qu'on a le squelette, il nous faut le centre de commande, le cerveau de l'ordinateur, j'ai nommé le processeur. C'est lui qui exécute les instructions et les calculs nécessaires pour faire fonctionner tous les programmes. Il est lui-même composé de plusieurs parties. Tout d'abord, il y a les efficient cores ou corps efficients. C'est eux qui traiteront les demandes les plus simples des programmes. Ils tirent leur nom du fait qu'ils peuvent faire la tâche demandée sans consommer trop d'énergie. Ce qui est particulièrement important pour économiser la batterie des ordinateurs portables, mais aussi pour ne pas faire grimper votre facture d'électricité, ni faire chauffer le processeur pour rien, car plus un processeur consomme d'électricité, plus il chauffe. L'efficient core, c'est un peu comme utiliser un marteau pour mettre un clou, à la place d'une masse, c'est plus adapté. Pour les calculs plus gros, c'est les performances core ou cœurs performants qui vont s'en occuper. Pour reprendre l'analogie du marteau, si vous devez abattre un mur, vous utiliserez la masse et non le marteau. Cela demande certes plus d'énergie, mais c'est plus efficace et plus rapide. Certains programmes ne font appel qu'à un seul cœur à la fois, quand d'autres profitent de tous les cœurs disponibles pour faire les calculs dont ils ont besoin. Cela dépendra entièrement de comment les développeurs ont construit le logiciel. Le processeur possède aussi un cache, c'est l'équivalent d'un petit carnet de notes qui permet au cerveau de l'ordinateur de poser les calculs avant de donner la réponse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de consommations différentes selon le type de cœur utilisé. Pour avoir une idée de combien consomme le cerveau de votre ordinateur, le processeur, vous pouvez regarder la fiche technique de celui-ci où vous verrez afficher un chiffre en watts. C'est le TDP, ce qui veut dire Thermal Design Power. Autrement dit, c'est la consommation électrique du processeur pour fonctionner. Le chiffre est généralement donné 2 fois. Le premier représente la consommation moyenne et le second la consommation maximale. Et ça peut monter très haut, plusieurs centaines de watts pour certains modèles. Alors, pas de panique, les ordinateurs portables, eux, tournent plutôt aux alentours des 45 à 65 watts en moyenne. Certains processeurs possèdent aussi un IGP, ou Integrated Graphic Processor. C'est l'équivalent d'une carte graphique, généralement de très faible puissance, qui s'occupera des tâches d'affichage, comme afficher une page web ou une vidéo en streaming. En parlant d'affichage, parlons de la carte graphique. Comme je vous l'ai dit, c'est elle qui permet d'afficher des images à l'écran. Elles traduisent les informations des programmes pour tisser une toile de pixels. Elles sont très sollicitées par tout programme qui gérera de l'image, comme un jeu vidéo, un logiciel de 3D ou encore un logiciel de montage vidéo. Elle peut être intégrée au processeur, et dans ce cas, comme on a vu plus tôt, elle sera appelée IGP, ou être physiquement indépendante du processeur. Plus la tâche demandée est gourmande en ressources graphiques, plus la carte graphique aura besoin d'être puissante. Elles peuvent consommer elles aussi des centaines de watts pour les plus gourmandes, souvent pour les applications graphiques comme les jeux vidéo ou le montage 3D. Continuons maintenant avec la mémoire. Comme chez nous, l'ordinateur a 2 types de mémoire. Celle à court terme, c'est la RAM, elle est sous forme de barrette. Et généralement, vous en trouverez de 1 à 4 sur un ordinateur, quand elle n'est pas intégrée directement comme chez Apple avec leur puce M1 ou Qualcomm avec les puces Snapdragon Elite. Le travail de la RAM est de garder en mémoire les informations nécessaires au programme qu'ils n'ont besoin que pour un court instant. Au contraire de la RAM, vous avez la mémoire à long terme. C'est sûrement celle que vous connaissez le plus. Vous la retrouvez sous forme de disque dur ou SSD, elle est aussi appelée mémoire de stockage. C'est là que l'on mettra les informations que l'on va garder sur le long terme,
comme les programmes, les vidéos, les photos et autres documents. Alors, toutes ces parties consomment de l'énergie pour fonctionner. C'est à ce moment qu'entre en scène le bloc d'alimentation. Chez nous, la matière utilisée est organique, un burger, des frites, etc. Pour nos ordinateurs, elle sera électrique. C'est pourquoi ils possèdent un bloc d'alimentation qui aura une puissance en watts qui lui sera associée et qui devra être choisi en tenant compte de l'ensemble de l'énergie que peut avoir besoin tout le système au pic de sa consommation. Tout ce petit monde, en consommant de l'électricité, dégage de la chaleur. Reste donc enfin le système de refroidissement. Chez nous, c'est la transpiration qui joue ce rôle. Chez l'ordinateur, ce sera l'air ambiant, qui, en circulant grâce à des ventilateurs, évacuera l'air chaud des composants dans la pièce. Certains systèmes pourront même être refroidis partiellement grâce à de l'eau. C'est le fameux water cooling. Mais cela reste un système plus compliqué à mettre en place et qui demande plus de maintenance. Il est en général réservé aux ordinateurs montés par des passionnés d'informatique ou des joueurs qui demanderont beaucoup à leur système. Pour compléter tout cela, vous aurez les périphériques que vous pourrez brancher sur la carte mère. Ils sont pléthores. Mais dans les essentiels, nous pouvons citer le clavier et la souris. Il y a aussi le trackpad qui permet de remplacer la souris dans certains cas et qui est en général intégré à tout ordinateur portable. Mais il y a aussi la tablette graphique pour les graphistes, la webcam qui, si elle est intégrée aux ordinateurs portables, est un périphérique séparé pour les ordinateurs fixes. Il existe aussi des périphériques spécifiques, comme le Speed Editor de la société Blackmagic, qui ne sert qu'au montage vidéo dans l'application DaVinci Resolve. Il y a aussi, par exemple, le Stream Deck de Elgato, un clavier composé de mini-écrans boutons qu'on utilisera comme une console de raccourcis. Très pratique pour les monteurs vidéo, photographes et streamers et j'en passe. Il y a aussi les manettes de jeu, les lecteurs de cartes mémoire, les imprimantes, bref, vous avez compris, il y en a une tonne. Tout comme le corps humain, l'ordinateur est une merveilleuse machine capable de traiter des flux de données importants pour nous permettre de réaliser diverses tâches. Si à première vue, il peut paraître austère et compliqué, il est au final très semblable à nous et beaucoup moins intimidant une fois analysé. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux cibler votre besoin la prochaine fois que vous devrez renouveler votre machine et qui sait, vous donner même envie de voir les vidéos d'autres chaînes spécialisées dans l'informatique pour monter le vôtre. N'hésitez pas à partager la vidéo et à liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve à la prochaine. Ciao!